Bonjour Patrick Mignola, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce lancement de la saison de l'Association des journalistes parlementaires, alors que commence la dernière session avant les élections de l'année prochaine. Pas besoin de vous présenter, mais quelques mots. Vous êtes député MoDem de la 4e circonscription de la Savoie. Depuis 2018, vous présidez le groupe... Ah, vous m'entendez? Oui, pas assez près. Pardon. Depuis 2018, vous présidez le groupe MoDem. Vous avez pris la succession de Marc Fesneau qui est entré au gouvernement. Avant d'être député, vous avez été conseiller général de la Savoie, maire de la Ravoire, vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes aujourd'hui à la tête d'un groupe qui a connu une certaine expansion et même une expansion certaine au cours du quinquennat, puisque vous avez gagné une dizaine de députés, pour être aujourd'hui 57 au sein du groupe MoDem et démocrates apparentés. On reparlera d'ailleurs des contours de la majorité tout à l'heure, mais pour commencer, une première question de Chantal Didier, question d'actualité. Oui, bonjour Monsieur le Président. Les prix de l'énergie qui flambent, un bouclier tarifaire qui n'a pas l'air de boucler beaucoup de choses, de défendre beaucoup de choses. Les manifestations d'hier pour la hausse des salaires, est-ce qu'on entre dans une phase plus sociale au plan politique et économique et finalement, est-ce que les questions sociales ne vont pas dominer la campagne présidentielle plutôt que d'éventuelles questions d'identité, d'immigration et autres sujets polémiques? En tout cas, ce serait souhaitable effectivement qu'on ne passe pas toute la campagne électorale à parler uniquement de questions identitaires, même si on pourrait y revenir évidemment. Je crois exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que après une année et demie extrêmement difficile, à nul autre pareil, au terme d'une, espérons que c'en soit le terme, d'une crise sanitaire inédite, nous connaissons mal ce que seront les effets psychologiques et donc sociaux sur les Français. Mais ce que je pressens avec mes collègues du groupe démocrate, c'est que dans cette relance économique, il faudra qu'il y ait une relance sociale. Et pour deux raisons. À la fois parce que nous avons besoin de reconstruire une croissance pour ce pays. On va voter le budget la semaine prochaine, hein, le cycle a commencé. La grande question que se posent les Français, c'est est-ce qu'on aura des impôts à payer pour financer tout ce qui a été dépensé pour soutenir l'économie et pour soutenir l'hôpital au cours de ces 18 mois. Et la solution que nous avons préconisée avec la majorité, c'est que ce soit une part de la croissance que nous avons retrouvée qui finance les dépenses, plutôt qu'une augmentation des impôts qui ne pourrait que l'enrayer. C'est mieux qu'un pari, c'est une réalité, puisqu'on atteint aujourd'hui un taux de croissance de presque 7%, un des meilleurs taux de croissance de l'Union européenne, et tant mieux. Donc je crois qu'on avait bien calibré ce plan de relance. Mais au moment où les Français comprennent que, en fait, c'est par la croissance, c'est par une rentabilité retrouvée, donc c'est par leur travail, qu'on va pouvoir assumer et passer ce si mauvais moment dans l'histoire de notre pays, il y a assez naturellement la question des salaires qui se pose. Et qui s'ajoute au fait que dans tous les budgets de toutes les familles en France, il y a eu de nouvelles dépenses obligatoires, de nouvelles charges fixes. Et moi, je n'entrerai pas dans la polémique de mais en fait, vous avez augmenté le pouvoir d'achat, vous ne l'avez pas augmenté. Je dis oui, en fait, on a augmenté les recettes dans toutes les familles françaises, et en particulier les plus modestes, en baissant les impôts, en baissant les charges, en permettant d'avoir des primes Macron, en favorisant des négociations de branches pour les augmentations salariales. Mais si les recettes ont augmenté par, schématiquement, les 50 milliards de baisse d'impôts et de charges qu'on a votés au cours de ce quinquennat, vous avez aussi les dépenses qui ont augmenté, au premier rang desquelles le logement, parce que vous parlez de l'énergie, je vais y revenir dans un instant, mais la question du logement est une question majeure sur laquelle on doit travailler absolument avec les élus locaux, parce qu'on ne peut pas avoir un prix du logement qui augmente de 5% par an et qui, au cours d'une législature comme celle-là, a totalement avalé les augmentations de pouvoir d'achat qu'on a octroyées aux Français. Vous avez la question de l'énergie, qui aujourd'hui se pose en termes conjoncturels,
C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande mondiale, donc le prix de l'énergie monte. Et c'est pour ça qu'il fallait apporter cette bonne réponse, parce qu'elle est immédiate. Elle n'est pas bonne parce qu'elle règle le problème définitivement, vous avez raison. Mais elle renvoie le coup à l'après-présidentiel. Non, mais surtout, elle renvoie le coup jusqu'au moment où il peut y avoir une stabilisation des cours de l'énergie et des cours du carburant. C'est-à-dire, les prévisions qui nous sont données aujourd'hui, c'est qu'à partir du mois d'avril, mai prochain, on reviendra à des niveaux de prix du pétrole et de prix du gaz qui seront plus accessibles pour les Français. Donc, la question, c'est qu'évidemment, il faudra qu'on règle le problème à moyen terme du prix de l'énergie et de l'indépendance énergétique, parce que si la question de l'énergie pour les Français, c'est de savoir si on est dépendant au gaz russe, comme le sont les Allemands aujourd'hui, c'est une question fondamentale qui est même plus géopolitique. Mais il faut régler le problème pour Madame Martin à Chambéry lundi, avant de penser une géopolitique et des investissements dans des énergies nouvelles en France. Et ça passait par le chèque énergie et par le bouclier tarifaire qui a été mis en place. Mais vous voyez bien que derrière tout ça, il y a la question du rapport au travail, de la rémunération du travail et du fait qu'on doit engager le pays dans un cycle vertueux où on doit tous travailler à retaper l'économie pour que ça recrée des ressources pour nos budgets nationaux et locaux et pour faire en sorte qu'on n'alourdisse pas les épaules de nos enfants de la dette accumulée depuis 18 mois. Alors, une petite précision, Chantal m'a demandé de ne pas oublier tout à l'heure, et évidemment j'ai oublié, notre rencontre est diffusée sur le canal de l'Assemblée, vous pourrez retrouver ça sur le site, et puis en tweet live également sur @agiparlement avec Stanislas Noyer. Question complémentaire sur cette question du prix de l'énergie. Hier, Jean Castex a évoqué la possibilité éventuellement d'agir sur le levier fiscal, si le prix du gaz continue à augmenter, si ça devient nécessaire au printemps, est-ce que ça vous paraît suffisant ? Est-ce que la réponse immédiate du gouvernement est suffisante ou est-ce que vous envisagez éventuellement, à travers le budget, de prendre des initiatives sur le sujet si dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prix continuent de s'envoler ? Alors, aujourd'hui, la réponse est suffisante, mais c'est aujourd'hui. Et on n'est pas dans un art divinatoire, on est dans une pratique politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner ce que sera le prix de l'énergie dans 2 mois ou dans 4 mois. Dans ces conditions, de toute façon, vous avez 2 leviers. Vous avez le levier de la TIPP flottante, qu'on a déjà utilisé par le passé pour adapter le niveau des taxes au niveau de l'énergie en tant que matière première. Et vous avez la question de la TVA sur l'énergie, avec un élément qu'à mon avis, on doit désormais régler absolument, c'est que... La TVA sur la taxe. Ben voilà, on peut pas continuer à payer de la TVA sur la TVA. C'est-à-dire que sur la facture de tous les Français d'énergie, vous avez non seulement l'énergie, mais vous avez aussi un certain nombre de prestations qui sont soumises à TVA, et vous mettez de la TVA sur la TVA. Il n'y a guère qu'en France que l'explosivité fiscale, l'imagination bercienne est capable de créer de la TVA au carré. Donc voilà, ce serait déjà un premier élément qui me paraîtrait assez sain. Après, vous avez un autre sujet. C'est-à-dire que nous savons de toute façon que sur les 10 ans qui viennent, le prix de l'énergie augmentera, en particulier le prix du gaz. On prévoit une augmentation de 30 à 40% du prix du gaz. Et là se posera la question de la fiscalité écologique. Il faut le prendre par le bon bout. Il ne faut pas que ce soit une fiscalité punitive où on dit de toute façon on va taxer par principe l'ensemble des énergies. Il faut que nous procédions, si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, par substitution, et qu'à une partie de la fiscalité traditionnelle se substitue la fiscalité écologique. La fiscalité écologique, elle ne peut pas venir en plus de la fiscalité traditionnelle, alors que nous vivons déjà dans un pays qui est un des plus fiscalisés de l'OCDE, même si depuis 5 ans on a beaucoup baissé les impôts. Et cette mécanique-là, c'est aussi une mécanique vertueuse qu'il faut proposer aux Français. C'est demain, bien sûr, si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, il faut décarboner l'économie française. Pour la décarboner, ça passera par une fiscalité écologique, mais il faut qu'à due concurrence, on baisse la fiscalité traditionnelle. Et moi, je pense depuis très longtemps qu'à un moment, la question de la TVA écologique va se poser. Mais ce ne sera pas pour en rajouter, ce sera pour la réduire. Parce que si demain, vous décidez de créer une fiscalité écologique pour qu'on ait tous des comportements plus vertueux,
et que ça représente 40 milliards de fiscalité écologique, 40 milliards, c'est 2 points de TVA, et donc il faudra en tirer les conséquences sur la TVA. Et là, vous avez une réponse de moyen-long terme à l'augmentation inéluctable des cours de l'énergie. Oui, le haut-commissaire au plan, qui est quelqu'un que vous connaissez bien, a publié une note il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en disant qu'il fallait absolument qu'on relancer l'industrie nucléaire, l'électricité nucléaire, et qu'il n'y aurait pas de transition écologique sans nucléaire. Et en particulier, il disait carrément les 6 EPR que demandait un certain rapport. Est-ce que vous approuvez ce point de vue? Est-ce qu'on peut faire une transition écologique sans le nucléaire? Ça va vous étonner beaucoup que je sois d'accord avec François Bayrou. Mais vous voyez, l'avantage d'avoir un commissariat au plan, à nouveau, c'est que précisément ça permet de poser les sujets de façon sereine. On a beaucoup parlé du nucléaire et on sait ce que peut représenter le risque principal du nucléaire, c'est-à-dire le traitement des déchets dans la durée. Et ça nécessite un investissement massif dans la recherche scientifique pour qu'on lève cette question-là. Mais il est évident que le nucléaire est une énergie décarbonée et que chaque jour qui passe, si on compare les émissions de gaz à effet de serre de la France et celles de l'Allemagne, on voit que ce sont des rapports de 1 à 5. C'est-à-dire que de toute façon, vous ne ferez pas de l'énergie décarbonée, vous ne ferez pas la lutte contre le réchauffement climatique si vous n'utilisez pas de l'énergie décarbonée. Et le nucléaire est la première d'entre elles. L'hydroélectricité, et c'est un Savoyard, c'est un Alpin qui vous parle, en est une deuxième. Et vous avez naturellement les énergies renouvelables, dont les éoliennes, qui font tant polémique. Parce que vous avez remarqué que lors des élections régionales, on a plus parlé de sécurité et d'éoliennes que de sujets qui concernaient les régions. Vous touchez là du doigt ce que doit être la cohérence dans ce que dit un commissariat au plan, voilà, qui pose les objectifs du pays à horizon 5 à 10 ans, et ce qu'est le débat politique, où moi je regrette beaucoup que les écologistes aujourd'hui renoncent à des mesures de bon sens. Vous ne pouvez pas décarboner l'énergie si vous luttez aussi contre le nucléaire. Vous ne pouvez pas décarboner l'énergie si les mêmes qui veulent décarboner l'énergie portent des pancartes contre les éoliennes, contre les champs solaires, contre la biomasse, contre la méthanisation et même contre les barrages hydroélectriques parce que ça abîme les poissons. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisque désormais on crée des passes à poissons dans les barrages pour éviter que les poissons ne souffrent des barrages. Vous voyez, c'est toute la difficulté. Désormais, on n'est plus dans le dire en matière de transition écologique, on est dans le faire. Et dans le faire, il faut abandonner les propos idéologiques. Et je comprends qu'il y a un certain nombre de militants écologistes qui, ab initio, se soient engagés politiquement contre un certain nombre de projets. Mais si aujourd'hui ce sont ces projets qui nous permettent de lutter contre le réchauffement climatique, il faut simplement changer son fusil d'épaule et passer du militantisme à la responsabilité politique. Des questions sur ce sujet, éventuellement? Non. En revanche, je suis opposé à la proposition d'Anne Hidalgo de faire immédiatement une baisse massive de la taxe carbone, de la taxe sur les carburants. Je suis persuadé que ça ne coûterait rien à Paris, puisque les voitures étant de plus en plus interdites de circuler dans la capitale, finalement ça coûterait assez peu de carburant, donc assez peu au budget de l'État. Mais je pense qu'il y aurait là une totale incohérence avec les orientations courageuses qu'on doit prendre en matière de transition énergétique. Autre sujet d'actualité douloureux, comment avez-vous réagi à la publication du rapport Sauvé? Le pape a fait part de son immense chagrin. Est-ce que la justice des hommes, est-ce que le pouvoir politique a son mot à dire à ce sujet, ou est-ce que c'est à l'Église aujourd'hui de tirer les conséquences de ce rapport? Il y avait eu une demande de commission d'enquête ici il y a quelques années qui n'avait pas finalement été mise en place. Comment est-ce que vous avez réagi et qu'avez-vous à en dire? Moi, je crois qu'on ne répond pas à de tels drames humains par des commissions d'enquête qui sont la réponse de ceux qui ne veulent pas tout à fait en apporter. D'abord, le rapport de Jean-Marc Sauvé est un rapport remarquable. C'est un travail qui a été fait
avec un très grand souci de transparence, très grand souci de responsabilité et d'équilibre. Et moi, je veux penser à tous ceux qui ont été blessés dans leur chair et dans leur esprit sur cette période. Je veux penser à ceux qui sont blessés dans leur foi catholique aussi, parce que c'est un coup de tonnerre pour l'ensemble de l'Église catholique. Et la première réflexion qui vient à l'esprit, c'est mais quelle est cette société qui a pu en arriver à de telles extrémités ou à détourner le regard? Et je pense que il faut regarder ce rapport Sauvé en faisant une réflexion d'apaisement. Moi, je suis sûr que l'Église prendra ses responsabilités et saura trouver les voies et moyens pour qu'on aille vers un plus jamais ça et qu'on aille vers une indemnisation des victimes. Ça ne répare rien, mais ça aide à surmonter ce qui a été vécu. En revanche, on assiste là à ce qu'est la nécessaire transparence et le rapport à la vérité dans notre société. Je trouve très bien qu'on puisse ouvrir tous les dossiers, qu'on puisse affronter tous les drames. Ce que dit le rapport Sauvé, vous savez, c'est pas une évolution récente de la société moderne. C'est probablement ce qui se passait il y a 20, 50 et parfois 200 ans. Mais aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société de transparence, où la vérité est immédiate, où à travers les chaînes d'information continues, l'exigence de nos concitoyens de savoir, on met des lumières crues sur des réalités qui étaient souvent ignorées. Et au fond, on est tous bouleversés, parfois secoués, en voyant le traitement qui est réservé aux femmes à Kaboul. En même temps, qu'on regarde les yeux dans les yeux, ce qu'était la réalité de la pédophilie dans l'Église. Moi, je n'y vois pas une régression de la société. Je n'y vois pas un effondrement de nos valeurs. J'y vois au contraire un progrès. Une société qui est capable de regarder ses problèmes en face. Et des problèmes qui existaient peut-être depuis des millénaires. Sans doute, oui. Et ben, je pense au contraire que c'est une société qui va de l'avant. Et il faut parfois supporter que enfin on s'attaque aux problèmes, que enfin on les connaisse, qu'on les donne à voir à nos concitoyens. Et si parfois certains en tirent des conséquences de recroquevillement, de révolte, il faut leur dire que au contraire, c'est le signe d'une civilisation moderne de pouvoir affronter tous les problèmes, y compris ceux que les générations qui nous ont précédés n'avaient pas su régler. Et en cela, ce qu'a fait la Commission Sauvé, je pense que c'est un des éléments qui marquera cette décennie sur la voie d'une société où on peut mieux vivre ensemble. Présentez-vous à chaque fois votre nom immédiat, s'il vous plaît. Gervais, Horizon Politique. À propos de l'indemnisation, le président des évêques ce matin avait l'air de dire que ça va être très difficile dans la mesure où l'Église, par exemple, ne peut pas vendre les églises, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est possible vraiment que l'Église de France indemnise chaque victime, et comment pourrait-elle le faire? Alors je crois même que c'est nécessaire. Et la question n'est pas le montant d'indemnisation, parce que aucune somme ne saurait effacer ce péché, ces péchés. En tout cas, ces vécus et ces drames. En revanche, il faut qu'il y ait indemnisation pour reconnaître la faute, parce que vous savez, tout ça, c'est comme dans un deuil. Quand il y a eu l'assassinat d'un enfant, si on a retrouvé l'assassin et qu'il est condamné, ça ne rend pas l'enfant à ses parents.
mais en revanche, ça leur permet de mieux avancer dans le chemin du deuil. Et de la même façon, je pense que sur ces crimes, et c'est d'ailleurs François Bayrou qui le premier l'avait proposé il y a quelques années, je ne suis pas favorable à ce que demain, il y ait une imprescriptibilité de ce type de crime. Parce que l'imprescriptibilité, elle est réservée aux crimes contre l'humanité. Mais dans ces crimes contre l'humain, je pense qu'il doit y avoir des procès quand même si les faits sont prescrits. Parce que le fait que la société dise que la faute est reconnue et mérite condamnation, le fait que le procès se tienne, c'est quasiment aussi important que l'accomplissement de la peine. Imaginez des condamnations qui ne seraient pas suivies des faits, en somme. Exactement, parce que là, vous allez vous retrouver avec des personnes qui peuvent avoir 85 ou 95 ans, et sur lesquelles il faut porter le regard de la société. Et qui est une condamnation de la société, à défaut d'une mise sous les verrous. Demain, l'actualité à l'Assemblée nationale sera notamment marquée par l'examen d'une proposition de loi d'Aurélien Pradié dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire du groupe Les Républicains. Une proposition de loi en faveur de l'autonomie des personnes en situation de handicap et va revenir à un sujet qui a fait débat il y a quelques mois déjà ici, dans le cadre d'une autre proposition de loi présentée à l'époque par Liberté et Territoire, qui concerne notamment la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. La semaine dernière, en commission, cette disposition a été rejetée par la majorité. Pour quelles raisons, et est-ce que vous assumez cette position, alors qu'on le voit bien depuis quelques mois, au fil de la législature, les niches parlementaires sont devenues un piège politique pour la majorité et le gouvernement? Oui, enfin, le plus important, c'est le sujet qu'on évoque. Et je déteste cette manière d'exploiter par les oppositions à chaque niche parlementaire des sujets qui sont des sujets très importants, mais qu'ils n'utilisent que comme un jokerie politique. Ils tapent très fort dans la balle pour qu'elle nous revienne dans la gueule. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une injustice sociale. Il y a des personnes qui sont des personnes handicapées dans notre pays et qui, parce qu'elles sont mariées à quelqu'un qui gagne bien sa vie, ne peuvent pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Et quelque part, parce qu'on serait tombé amoureux de quelqu'un qui gagne bien sa vie, et bien finalement la société ne reconnaît pas le handicap qu'on porte. Ce qui invite d'ailleurs à ne pas se marier après. Et donc assez naturellement, oui, mais le système du foyer fiscal fait que de toute façon, à un moment, voilà, on peut y compris aller vous supprimer la hache. C'est une injustice. Une injustice, on doit la régler. La première idée qui vient à l'esprit, c'est évidemment de déconjugaliser et de considérer que, en matière d'attribution de l'allocation adulte handicapé, il faut qu'on paye la hache, quel que soit le niveau de ressources du conjoint. Souvent, la première idée n'est pas la bonne, et c'est ce qu'on s'est efforcé d'expliquer encore la semaine dernière, après l'avoir expliqué il y a 3 mois et de l'avoir expliqué il y a 6 mois en arrière, c'est que ça va faire des gagnants dans les cas que je viens de décrire, mais ça fait aussi des perdants. Parce qu'il peut arriver que des personnes handicapées travaillent elles-mêmes, gagnent bien leur vie, soient mariées à un conjoint ou une conjointe qui, elle, gagne moins bien sa vie, et dans ce cas-là, si vous déconjugalisez, elle va perdre le bénéfice de la hache. Quand, face à une injustice sociale, au moment où vous prenez une mesure pour la régler, vous la réglez pour un certain nombre de gens, mais en réalité vous créez des problèmes avec d'autres, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et le bon chemin, je le répète, pour avoir été, vous avez bien voulu le rappeler, conseiller départemental il y a quelques années, le bon chemin, ce n'est pas la déconjugalisation de la hache, c'est la prise en charge à travers la PCH, la prestation de compensation du handicap. C'est-à-dire les fonds qui sont distribués par les départements en partenariat avec l'État pour que toute personne handicapée puisse, dans l'organisation de sa vie personnelle au quotidien ou de sa vie professionnelle, puisse disposer de sommes en investissement ou dans son quotidien qui lui permettent d'aménager son lieu de vie, aménager son espace de travail, avoir un véhicule, avoir un accompagnement. Parce que la PCH, là pour le coup, elle est personnalisée, elle porte bien son nom, c'est une allocation de prestation de compensation du handicap. Et donc, moi j'ai appelé le gouvernement d'ailleurs à travailler très vite
avec l'Assemblée des départements de France. Elle a un nouveau président qui est François Sauvadet, qui connaît très bien ces sujets-là. Je l'avais évoqué auparavant avec Dominique Bussereau. Et il vaut bien mieux qu'au PLFSS, sur le budget de la sécurité sociale, nous travaillons à un budget supplémentaire accordé aux départements pour accompagner les personnes handicapées qui aujourd'hui ne disposeraient pas d'AAH pour des raisons de conjugalisation, mais qu'en revanche, on ne coupe pas l'AAH à des personnes qui souffriraient de la déconjugalisation elles-mêmes. Voilà. Et donc, ce débat est une démagogie. Face à un problème, on apporte une solution et on n'essaye pas d'en faire un sujet de polémique et de guérilla parlementaire. Mais pourquoi vous n'avez pas encore adopté votre proposition là? Parce que, comme vous l'avez remarqué, le PLFSS arrive dans un mois. Là, ça va être réglé alors. Voilà. Mais de toute évidence, mon collègue Pradier, dont je ne conteste pas l'engagement sincère sur ces sujets-là, fait semblant de ne pas comprendre et a trouvé cette date très opportune de la niche parlementaire réservée aux Républicains pour laisser croire que cette majorité manquerait de générosité et d'écoute pour les personnes en situation de handicap. Je n'ai aucune difficulté à dire qu'il n'y a eu aucune majorité avant nous, qu'elle soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, qui, à l'Assemblée nationale, ait voté autant de mesures sociales supplémentaires pour les personnes en situation de handicap. Outre les textes budgétaires, les prochains jours, les prochaines semaines à l'Assemblée vont également être marqués par le débat sur le nouveau projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres sur la question de l'épidémie de Covid, avec notamment dans le projet de loi qui sera présenté la possibilité de prolonger l'utilisation du pass sanitaire. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dit récemment que le gouvernement voulait permettre cette possibilité, ce qui ne veut pas dire que le pass sanitaire restera en vigueur tout ce temps-là, mais permettre cette possibilité jusqu'à l'été. En mai dernier, sur ce sujet-là, le groupe MoDem avait voté contre un article qui comprenait notamment le pass sanitaire pour des questions de calendrier. Est-ce qu'envisager cette prolongation dès aujourd'hui jusqu'à l'été, après la présidentielle, vous semble acceptable ? Alors, moi je pense que oui, et je le dis d'autant plus facilement qu'on a été très attentif à ce que l'Assemblée, depuis le début de l'épidémie, le Parlement en général, soit systématiquement au contrôle de ce que fait le gouvernement, parce qu'évidemment, quand on prend des mesures qui sont restrictives de liberté publique pour nos concitoyens, il est important que le Parlement soit au contrôle. En l'occurrence, nous avons l'obligation, la responsabilité politique de nous donner tous les moyens de faire face à un éventuel rebond épidémique ou à une adaptation de nos mesures en fonction des évolutions territoriales. On pense bien sûr à nos compatriotes d'outre-mer, mais ça peut être des évolutions territorialisées très différentes. On voit bien qu'aujourd'hui, les foyers épidémiques qui demeurent ne sont pas du tout les mêmes selon les parties du territoire. Donc on a la responsabilité de le faire, mais on passe à des dispositions qui sont d'une autre nature. Et on passe, c'est la proposition d'ailleurs que j'avais faite pour l'incarner, on passe d'une situation d'urgence sanitaire à une situation de vigilance sanitaire. C'est pas jouer sur les mots, là? Ah non, parce que pour les Français, urgence et vigilance, c'est pas tout à fait pareil. L'état d'urgence sécuritaire et le plan Vigipirate, c'est pas la même chose. L'état d'urgence sécuritaire, c'est se donner la possibilité d'aller vers des restrictions de liberté très fortes et avoir quasiment des lois d'exception. Le plan Vigipirate, c'est être en situation de vigilance à chaque fois qu'il y a un risque terroriste qui remonte. Et ben on peut faire l'analogie avec ce qu'on va faire en matière sanitaire. Cette loi est plutôt une loi de sortie qu'une loi de prolongation. Et pourquoi, au fond, je vous dis que je suis favorable à ce qu'on puisse se doter de ce cadre légal jusqu'au mois de juillet prochain. C'est parce que, vous l'ignorez ici moins que quiconque, l'Assemblée cessera de siéger le 15 février. Et ça signifierait, si on a encore un risque épidémique, qu'on reconvoque le Parlement entre le 1er et le 15 février prochain pour voter de nouveau un cadre d'urgence ou de vigilance sanitaire en fonction de la situation. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience politique, ça fait que 26 ans que je suis élu.
Mais je tire une conséquence de ce qui s'est passé depuis 18 mois. À chaque fois que nous avons eu un texte sur la situation sanitaire, il y en a eu 11. Les oppositions, de façon systématique, ont voté contre, et quel que soit le sujet. Que ce soit pour l'entrée en état d'urgence, que ce soit pour la sortie en état d'urgence, que ce soit pour la création du pass, que ce soit pour la vaccination. Systématiquement, ils ont voté contre. Ben moi, je me dis que notre responsabilité vis-à-vis des Français, c'est pas de prendre en otage leur santé, parce que les oppositions, entre le 1er et le 15 février prochain, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, auront envie, encore une fois, de faire les malins dans l'hémicycle. Moi, je pense qu'on s'occupe de la santé des Français et qu'on n'est pas là pour aller se taper sur la figure en hémicycle 2 jours et 2 nuits, comme on l'a fait 11 fois d'affilée depuis 18 mois. Si les oppositions avaient une once d'unité nationale à l'esprit, bon, on pourrait se dire on va jusqu'à février, et puis en février, éventuellement, on votera un autre texte. Moi, je pense qu'il faut voter un texte aujourd'hui qui laisse toutes les possibilités, qui ne ferme aucune porte, et certainement pas celle de sortir de toutes ces contraintes du port des masques et de l'utilisation du pass sanitaire, mais que voilà, on ne se mette pas en situation de créer de la guérilla parlementaire là où on a juste besoin de responsabilité. Nous qui avons vécu pas mal de campagnes électorales aussi, en observateur, en général, quand il y a des appels à l'unité nationale, ça sent quand même son argument électoral, non? Ah bah pourtant, il y a 18 mois, il n'y avait pas d'élection en cours, mais quand il y en a eu... Quand vous dites que si les oppositions avaient une once de sentiment d'union nationale... Oui, mais ils auraient pu le faire. Quand il n'y avait pas d'élection, franchement, ça aurait coûté quoi aux oppositions de voter le pass sanitaire avec nous au mois de juillet? C'était difficile, il fallait être un peu courageux. Parce qu'il y avait 60% des Français qui étaient contre le pass sanitaire. Alors aujourd'hui, il y en a 90% qui sont pour. Enfin, à l'époque, il fallait plus de courage qu'il en faut aujourd'hui. Je rappelle que le groupe des Républicains a voté contre le pass sanitaire au mois de juillet, alors que le groupe des Républicains au Sénat avait voté pour. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés non seulement à voter contre une loi du gouvernement, mais contre aussi la position qui était celle de Gérard Larcher et Bruno Retailleau. À un moment donné, si on n'est pas capable de faire de la politique avec un peu de tête, dans ce cas-là, la majorité prend ses responsabilités à défaut que l'opposition ne les prenne. Mais j'observe que vous savez, même en période électorale, c'était la même chose. Vous vous rappelez de la question des municipales. C'est des choses qui m'ont un peu marqué, moi qui ai été maire. La veille au soir, tout le monde hurlait pour que les élections municipales se tiennent. Le lendemain de la tenue du premier tour, ils nous insultaient tous parce qu'elles s'étaient tenues. Enfin bon, voilà. Demandez-vous pourquoi les candidats de LR et du Parti Socialiste aujourd'hui dans les sondages sont en train de prendre le toboggan. Il n'y a rien d'étonnant. À un moment donné, les Français ils présentent la facture quand ils ont vu des gens qui ont abandonné tout esprit de responsabilité. Demande que le gouvernement demande un vote du Parlement sur la réforme de la haute fonction publique. Ils disent que le Parlement doit intervenir et donner son avis. Est-ce que vous êtes de l'avis des sénateurs centristes ? En l'occurrence, moi je suis toujours de l'avis des sénateurs centristes comme des députés centristes parce que cette famille politique n'a jamais cessé d'être la mienne. Je constate ce qui vient de se passer au Sénat, où, au fond, partant d'un bon sentiment, considérait que le Parlement pouvait s'exprimer, au moins dans un débat, sur la réforme de la fonction publique. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a des choix assez courageux du gouvernement qui ont été faits, mais qu'on pouvait interroger sur le recrutement dans la préfectorale, sur la possibilité de passerelle entre les différents grands corps, sur la question du devenir de la très haute fonction publique. Et moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent les hauts fonctionnaires. Je pense qu'au contraire, si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis 18 mois, si l'État a tenu, même quand il y a eu des ratés,
c'est précisément parce que nos institutions peuvent s'appuyer sur des hauts fonctionnaires de grande qualité. Mais dans le débat, au sein de la Haute Assemblée, vous avez observé que tous ceux que vous avez cités, de tous les groupes sénatoriaux qui souhaitaient pouvoir débattre de la réforme de la haute fonction publique, n'ont pas été capables de s'entendre entre eux et qui vont cet après-midi voter contre leur propre loi. Il me semble donc que tout ça partait d'un bon sentiment, mais que dans l'application, les oppositions, une fois encore, ont perdu une occasion d'être responsables. Oui, Nathalie. Oui, bonjour, Nathalie Moret pour EBRA. Je sais que Chambéry, c'est assez loin du Havre, mais je voulais savoir si vous y seriez ce week-end. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la création de ce nouveau parti? Deuxième question, est-ce que vous avez peur que ça vous coûte des places à vous, groupe MoDem, lors des prochaines législatives? Je vous confirme que Chambéry est loin du Havre et que pour le 4e week-end consécutif, je vais être loin de mes bases, ce qui me navre, parce que j'aurais préféré être sur le marché de Chambéry samedi matin, mais je serai au Havre parce que c'est politiquement important. Parce que vous l'avez observé, on a pris l'initiative cet été de rapprocher les deux mouvements principaux de la majorité présidentielle, La République En Marche et le mouvement démocrate, pour que, enfin, l'espace central de la vie politique française se structure. C'était finalement un des derniers espaces politiques, au cœur de la vie politique, qui ne s'était pas structuré en France. Et je pense qu'on a besoin de cette cohérence. Et une fois qu'on aura posé cette cohérence, je suis persuadé qu'on aura aussi besoin d'alliances. Et que les alliances peuvent se faire avec une droite modérée qui, compte tenu des débats qui traversent la droite en ce moment, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, mais au fond tout ça dure depuis quasiment une dizaine d'années, a besoin aussi de s'organiser. Et il est utile que Édouard Philippe, comme Christian Estrosi, comme Hubert Falco, prennent des initiatives de ce point de vue-là. Au fond, depuis 2012 et la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, la droite oscille, hésite entre une ligne identitaire et une ligne libérale. Et aujourd'hui, beaucoup courent vers ou derrière la ligne identitaire. Et je suis persuadé qu'il y a un grand nombre d'élus locaux, mais tout simplement d'électeurs de droite, qui sont mal à l'aise avec cette course honteuse. Et de ce point de vue-là, je trouve l'initiative d'Édouard Philippe utile, et c'est la raison pour laquelle je m'y rendrai, avec Christophe Castaner d'ailleurs, parce que même si on n'est pas de la même famille, ça n'interdit pas d'avoir des amis. J'appelle de mes voeux d'ailleurs qu'à gauche, il y ait le même type de réaction. Parce qu'entre la gauche communautariste et la gauche universaliste, il y a des différences. Et que la gauche universaliste pourrait aussi utilement s'organiser. Je le dis pourquoi? Parce qu'évidemment, pour remporter une élection présidentielle, et je souhaite que le président de la République soit candidat et soit réélu, on aura besoin de la base électorale la plus large possible. Et surtout au lendemain. Si les électeurs nous faisaient confiance, on aura besoin de s'appuyer sur une majorité plus large. Et là, je ne parle pas de place à l'Assemblée, mais en ayant toujours en tête le rêve qui était celui de Valéry Giscard d'Estaing de 2 Français sur 3. Lorsqu'il faudra prendre des mesures difficiles en matière de lutte contre le réchauffement climatique, lorsqu'il faudra réformer notre protection sociale et en particulier les retraites, lorsqu'il faudra relancer l'économie et veiller à ce qu'on augmente les salaires à travers des systèmes de participation, d'intéressement, d'actionnariat salarié qui permettent de tirer tout le monde vers le haut. On aura besoin de s'appuyer sur des courants de pensée différents mais susceptibles de travailler ensemble. Quand il faudra réformer les institutions, quand il faudra rééquilibrer les pouvoirs, et on voit bien le déséquilibre entre exécutif et législatif, on voit aussi les questions qui se posent sur le pouvoir judiciaire. Lorsqu'il faudra lutter contre les GAFA, lorsqu'il faudra, je l'espère, décider de modes de scrutin plus représentatifs des Français, lorsqu'il faudra revoir le millefeuille territorial pour qu'enfin il puisse être compris et qu'il y ait une organisation de terrain
qui soit enfin plus pertinente et qui ressemble à ce à quoi les Français aspirent dans leur gestion locale pour le XXIe siècle. Tout ça, ça ne se fera pas si nous ne restons qu'entre nous. Parce que sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On aura probablement une majorité, allez, disons qu'elle pourrait être plus courte que la dernière fois, mais on aura une majorité à l'Assemblée nationale. Donc les 18 premiers mois, ça se passera très bien. Et comme d'habitude, comme depuis toutes les législatures précédentes, au bout de 18 mois, le moteur va serrer. Parce que c'est normal, quand on est aux responsabilités, il y a une forme d'usure du pouvoir, et à un moment donné, il y a des incompréhensions qui s'instillent avec l'opinion publique. Ben, c'est là qu'il faudra pouvoir s'allier et poser notre action sur des bases plus larges. Le drame de ce pays merveilleux, c'est que les quinquennats, comme l'amour, durent 2 ans. Alors que l'amour peut durer plus longtemps que 2 ans. Moi, je crois que les quinquennats doivent durer 5 ans pour qu'on puisse agir et réformer ce pays dans de bonnes conditions. Est-ce que vous trouvez que votre ami et allié, Édouard Philippe, vous favorise cette vision un peu irénique du futur quinquennat en prônant une retraite à 67 ans? Oui, j'ai bien lu le sujet des 67 ans et d'ailleurs la réponse qui a été apportée par François Bayrou sur ce que doit demeurer notre contrat social. Je crois assez bien connaître le sujet des retraites et je pense, contrairement à beaucoup, que ce n'est pas un sujet politique mais que c'est un sujet technique. Et au fond, le débat qui a lieu aujourd'hui sur la question du 67 ans, c'est le débat que les syndicats connaissent bien d'ailleurs, sur l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation. Et moi je pense, ce qui est d'ailleurs la position constante de la CFDT sur ce sujet, qu'il faut parler durée de cotisation. Parce que l'âge de 67 ans, il est choquant pour un certain nombre de Français qui travaillent dans des métiers difficiles et qui ont commencé tôt à travailler dans la vie. Moi je pense qu'un ouvrier du bâtiment ou qu'une aide-soignante dans l'EHPAD, parce qu'ils commencent à travailler plus tôt dans la vie, parce qu'ils ont eu des formations plus courtes, ils peuvent partir plus tôt à la retraite. Mais qu'en revanche, des gens qui ont fait de plus longues études et donc qui ont des métiers moins pénibles, parce que c'est comme ça que ça se passe très concrètement, et bien dans ce cas-là, ils peuvent partir plus tard. Alors, Philippe, avant de trancher le sujet. Un peu buté comme ça. Mais avant de trancher le sujet, non mais c'est Édouard Philippe, il dit une chose, c'est qu'on n'est pas différent des Allemands qui ont choisi le 67 ans. Mais il y a une différence avec l'Allemagne. Et ça, on pourrait s'en occuper avant même l'élection présidentielle. C'est la question de l'employabilité des seniors et de la fin de carrière professionnelle. Il y a une chose sur laquelle on est très mauvais dans ce pays, c'est l'employabilité des seniors. Depuis très longtemps. Hein. Et depuis très longtemps. Et vous pouvez le dater d'ailleurs, alors c'est pas au carbone 14, mais c'est à une loi dite Bouvard de Lalande de 1999. C'est au moment où vous embauchez un senior, le licencier, parce que ça peut arriver, dans les contrats de travail, à un moment il peut y avoir des ruptures, et bien ça vous coûte 3 ou 4 fois plus cher que pour quelqu'un de plus jeune. Et donc, il n'y a pas une espèce de racisme anti-senior pour les chefs d'entreprise. Il y a juste le risque financier qu'ils peuvent représenter si jamais il doit y avoir une rupture anticipée du contrat de travail. Donc la première chose, c'est de lever tous les freins à l'employabilité des seniors. Et il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante. C'est la question, en fin de carrière professionnelle, de la transmission. Moi, je pense que vous savez, les Français, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que si on veut mieux financer l'école, l'hôpital, la sécurité, la justice et la transition écologique, on pourrait tous travailler 2 heures de plus dans la semaine et 2 ans de plus dans sa vie. Tout le monde s'attend à ce qu'enfin, il y ait quelqu'un qui le dise franchement. En revanche, si on doit travailler 2 ans de plus dans sa vie, il faut qu'en fin de carrière professionnelle, on puisse travailler un peu moins et transmettre un peu plus. Et vous vous en souvenez peut-être, moi j'avais porté une proposition du groupe démocrate, dans le cadre de la réforme des retraites qu'on n'a pas pu achever, c'était qu'en fin de carrière professionnelle, on demande à tous ceux qui ont accumulé une expérience professionnelle, qui ont des connaissances, qu'ils travaillent un peu moins,
sur les dernières années de leur carrière professionnelle, et c'est quasiment sur la dernière décennie que ça doit s'organiser pour transmettre plus. Parce que non seulement ça permet aux jeunes ainsi qui arrivent sur le marché du travail d'être mieux formés, de disposer de toute l'expérience accumulée, mais surtout c'est du respect pour ceux qui ont fait une carrière professionnelle entière et à qui, aujourd'hui, quand ils partent à la retraite, du jour au lendemain, on leur dit, écoutez, merci, vous posez vos affaires ici, on vous sert un coup d'oasis et vous mangez 3 olives, et on oublie même tout ce que vous avez accumulé d'utile et qui peut être transmis à la société. Cette question de la transmission, c'est la question fondamentale. Si vous réglez le problème de l'employabilité des seniors et de la transmission, vous ne posez déjà plus du tout, dans les mêmes termes, la question de l'allongement des carrières professionnelles. Oui, Anita. Oui, Anita Hausser pour Atlantico. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez déclaré à propos du débat entre ligne identitaire et ligne libérale à droite. Est-ce que c'est ainsi qu'il faudrait lire la bagarre qu'il va y avoir pour la présidence de l'AMF, qui se déroule actuellement? J'avais pas fait le rapprochement parce que... Alors ça recouvre certaines réalités, mais comme vous l'avez observé, ce ne sont pas 2 listes de droite, ce sont des listes très mélangées avec des personnalités différentes. Moi, je vois plutôt une ligne de responsabilité qui est portée par mon ami Philippe Laurent, centriste, ami de longue date, et une ligne d'opportunité qui est conduite par celle du maire de Cannes. Moi, je ne connaissais pas le maire de Cannes. Je l'ai découvert pendant la crise Covid, parce qu'il a été le premier maire en France à passer son espace public et ses plages, les plages de Cannes, à l'eau oxygénée. Moi qui ai été maire 20 ans, je ne voterai pas pour avoir un président national des maires de France pour quelqu'un qui a une approche scientifique des luttes contre les épidémies aussi incertaine. Voilà. Il valait mieux de l'eau de Javel. Vous dites fort bien, j'ai vu aussi des maires passer leurs espaces publics à la Javel, au bord du lac du Bourget, où j'habite. Moi, j'ai couru à la mairie, mais vous êtes complètement malade, vous êtes en train d'abîmer la nappe phréatique à côté du plus grand lac naturel de France, qui est un joyau extraordinaire. Il dit oui, mais ça rassure la population. Il dit, écoute, à un moment donné, pour rassurer la population, tu peux faire des choses sans forcément abîmer l'environnement. Enfin, c'est pas interdit. Et moi, j'ai le plus grand respect pour les maires, parce que je l'ai été longtemps, et je sais combien c'est difficile d'affronter sa population. Je pense quand même qu'on vit parfois dans une société politique qui marche un peu sur la tête, où pour être tranquille pendant 5 minutes, ou se faire un petit succès d'estime sur BFM, dire on passe une plage à l'eau oxygénée, ou on passe un banc public à la Javel. Question de Nicolas Domenac, à votre gauche. Bonjour Nicolas Domenac, je suis derrière vous. 2 choses. D'abord, il me semble que vous n'avez pas tout à fait répondu à une des questions qui vous étaient posées, mais sans doute c'est parce que vous n'avez pas eu le temps, sur la nécessité de se pousser un peu pour faire de la place à d'autres que vous-même dans une future majorité. Et jusqu'où vous étiez prêt à vous réduire. Mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'était qu'on a vu quelques crédits qu'on apporte au sondage que des électorats qu'on croyait arrimés pouvaient décrocher. Est-ce que vous ne craignez pas que le vôtre puisse connaître semblable mésaventure si vous en restez au mot d'ordre « donnez-nous 50 plus » Autrement dit, qu'est-ce qui pourrait être un peu plus mobilisateur que cette perspective qui pourrait quand même peut-être être discutée? Alors, je vais donc répondre à la question de Nathalie Moret que Nicolas Domenech rappelait bien. Vous savez que de toute façon, dans un mouvement démocrate chrétien, en tout cas c'est son origine, évidemment, on a tous un sens de l'abnégation très élevé. Ce que je pense pour autant, c'est que si vous regardez la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, vous avez un certain nombre de députés qui ne se représentent pas, certains qui ont quitté la majorité. Et vous avez bien voulu, et je vous en remercie, le faire observer tout à l'heure, certains qui ont rejoint la majorité à travers le groupe que j'ai l'honneur de présider. Mais
vous avez aujourd'hui plusieurs dizaines de circonscriptions qui sont à conserver ou à reconquérir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une fois qu'on aura organisé cette famille politique centrale, nos alliés demain ont vocation naturellement à élargir la majorité dans ces circonscriptions qui sont aujourd'hui disponibles. Donc moi, je n'oppose surtout pas les intérêts politiques des uns et des autres ou numériques des uns et des autres, précisément parce que c'est par l'élargissement de la majorité qu'on pourra bien travailler si les électeurs nous prêtent vie dans la prochaine législature, et pas en essayant de faire un espèce de redispatching interne des circonscriptions au sein de la majorité. Mais ça passe par la réaffirmation de ce à quoi on croit. Parce qu'effectivement, le rapprochement des deux familles de la majorité aujourd'hui, ça doit surtout servir à redire aux Français là où on veut les emmener. Vous avez observé au début de la législature qu'à un moment, on avait perdu les Français. Parce qu'on réformait à tour de bras. Et à un moment, ils nous disaient, attendez, arrêtez un peu, parce qu'il y en a presque trop. Alors, il fallait remonter le retard dans plein de domaines, il fallait faire ce que les autres n'avaient pas eu le courage de faire. Fort bien. Mais à un moment donné, on en faisait tellement qu'on ne savait plus où on voulait les emmener. Il faut réaffirmer ce à quoi on croit. Je crois, nous croyons, que cette famille politique centrale, elle doit renouer avec ce qu'est un des grands courants de pensée de la vie politique française, qui est le courant démocrate humaniste. C'est cette ligne-là qu'on doit incarner. Si on doit rapprocher deux partis politiques, au fond, les Français se foutent des partis politiques. Ils veulent savoir ce qu'on pense pour eux. Il faut les emmener vers ça. Et au fond, je vous aurais dit ça il y a 10 ans. Vous m'auriez dit, oh bah la belle nouvelle, vous êtes pour la démocratie, monsieur Mignola? Oui, mais aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Ce qui s'est passé en Afghanistan, en dehors des conséquences géopolitiques, qu'évidemment on aura à traiter dans les années qui viennent, c'est aussi que des gens ont prétendu dans le monde que la démocratie n'était pas adaptée à tous les territoires et à toutes les cultures. Je pense exactement l'inverse. Je pense exactement que le message de la France, des valeurs démocratiques, de la liberté, de la justice sociale, du respect des droits des femmes, c'est un message universel. Et sans aller jusqu'à Kaboul, tous les débats qui se déroulent actuellement dans cette pré-campagne bizarre, parfois vénéneuse, présidentielle, c'est aussi des remises en cause d'un certain nombre de fondamentaux de la démocratie française. Moi, qu'on puisse affirmer que les femmes doivent avoir une autre place, ou plutôt reprendre la place inférieure qui était la sienne dans la vie sociale, ce n'est pas la conception que j'ai de la démocratie française. Qu'on fasse une forme de révisionnisme historique derrière la cancel culture, où on voudrait opposer les Français par leur origine. Et au fond, si on réfléchit au débat qui agite la droite de la droite aujourd'hui, et le wokisme, je ne veux pas faire de raccourcis qui seraient choquants, mais l'une des deux dérives comme l'autre dit quoi? Elle réduit l'identité à l'origine. Moi, je n'accepte pas que mon identité, ce soit seulement mon origine. Tout comme je n'accepte pas qu'on réduise ma culture à ma religion. Tout comme je n'accepte pas qu'on confonde islam et islamisme. Et bien ces principes-là, qui au fond sont ceux de Renan, au lendemain d'une crise historique majeure, au lendemain de la défaite de 1870, qui avait marqué la France comme jamais. Elle se croyait le plus beau pays du monde, elle se croyait la plus grande armée du monde et elle avait été battue. Et là, Renan parle. Et il redit ce qu'est la France. Il redit que la France, ça n'est pas qu'une origine, ça n'est pas qu'une religion, ça n'est même pas qu'une seule langue. C'est un destin fondé autour de l'idée de démocratie que nous avons promue et que nous avons défendue de par le monde et qui est bien fondé sur cette idée qu'on veut être un peuple plus libre que les autres,
et qu'on a pour passion et pour horizon l'égalité et la justice sociale. Et bien, dans le débat actuel de la campagne présidentielle, je pense que ces valeurs-là, elles comptent. Et qu'elles peuvent imprimer une philosophie, une spiritualité, je le dis, une spiritualité, dans l'inspiration des décisions qu'on prendra. Parce que, avec cette grille de lecture-là, ce n'est pas une réponse idéologique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on vous pose une question, vous apportez toujours la même réponse, quelle que soit la question. C'est cette sensibilité-là qui dira que demain, en matière économique, en matière sociale, en matière écologique, en matière territoriale, à chaque fois, il faudra être habité par ces passions de la liberté et de l'égalité. Y compris de la liberté économique. Vous avez parlé humanisme, social, pas beaucoup du libéralisme. Pourtant, feu Giscard d'Estaing était très libéral. Oui, il y avait je trouve la plus belle définition qui avait été donnée du macronisme, c'était autant de liberté que possible, autant de solidarité que nécessaire. C'est François Bayrou qui l'avait trouvé, et je pense qu'il faut qu'on renoue avec cette doctrine et ce récit-là. Vous allez refaire l'UDF, quoi. Ah non, alors... Moi, je suis... C'est pas l'UDF ? C'est sympa de faire remarquer que je suis déjà un vieux politique, hein, mais je n'ai pas de nostalgie. Je pense que la bonne idée de l'UDF, c'était de faire 2 Français sur 3. Mais que l'UDF n'a jamais représenté 2 Français sur 3. L'UDF, c'était un parti de centre droit. Ben, moi, je pense que aujourd'hui, toutes les familles politiques doivent travailler sur elles-mêmes et redéfinir ce qu'est leur ligne, leur courant de pensée, leur philosophie, nonobstant la pression du quotidien, des élections qui arrivent et des réseaux sociaux. Mais que la ligne que je viens essayer de définir en quelques phrases, cette ligne-là, elle peut rassembler des racines de la gauche des sociodémocrates jusqu'aux libéraux à droite, en passant par cette grande famille personnaliste et démocrate chrétienne, et parfois démocrate laïque, qui est la famille historique du centre. 2 questions pour terminer. Oui. Ensuite, on va prendre celle de Stanislas. Bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. À propos du contrôle des flux migratoires, est-ce que la droite est dans une ligne identitaire, court, après tout cela, quand elle réclame des référendums pour lever les obstacles juridiques que je ne vais pas décrire, mais qui sont objectifs, qui viennent du droit communautaire, du droit international? Et donc, par rapport à ça, quelle est votre analyse, et notamment sur le fond, comment contrôler les flux migratoires? Là aussi, je crois qu'il faut savoir apporter des réponses techniques et courageuses plutôt que politiques et démagogiques. La France présidera le 1er janvier prochain l'Union européenne. Le sujet des migrations, qu'elles soient pour fuir la guerre, pour fuir la misère ou pour fuir les aléas climatiques, ne peut se régler qu'à l'échelon européen. Et la question du contrôle migratoire ne peut se poser qu'aux frontières de l'Union européenne. Et c'est une définition du droit d'asile à l'échelon européen, tout comme la définition, j'allais dire, de quotas d'immigration économique. Vous ne pouvez le penser qu'à l'échelon de l'Union européenne. De la même manière, si vous voulez rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire, le fameux taux de réalisation des OQTF, si vous le négociez avec la puissance de l'Union européenne, vous serez naturellement plus efficace que si vous le faites seulement à une échelle nationale. Moi, quand je vois les droites donner des leçons de reconduite au QTF, les chiffres sont têtus. Hein. En 2012, le taux d'exécution des OQTF, c'était 12%. Facile à retenir, 2012, 12%. Aujourd'hui, on est en 2021, 21%. Donc les Français ne comprennent pas pourquoi, quand il y a des personnes qui sont identifiées comme, qui doivent être reconduites, ce ne soit pas le cas, évidemment qu'ils sont révoltés.
Mais le sujet, c'est pas en allant se pavaner sur CNews comme M. Platret hier en expliquant qu'il y a une épuration ethnique des Blancs dans les banlieues de Chalon-sur-Saône qu'on règle le problème. Moi d'abord, je pense que face à un problème, il faut trouver une solution, pas un coupable. C'est-à-dire qu'un racisme existe dans ce pays, mais oui, évidemment, encore, malheureusement. Et ça va complètement à l'encontre des valeurs démocratiques que j'évoquais à l'instant. Il y a du racisme des Blancs vers les Noirs, il y a des racismes de Noirs vers les Blancs, il y a parfois des racismes des Noirs à Noirs. Et donc, traiter la question du racisme, c'est pas la traiter avec la réponse unique que tout ça c'est la faute aux musulmans. Mais si vous voulez traiter la question de l'immigration en profondeur, bah vous le faites à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'Union européenne, et vous le traitez naturellement avec des mesures courageuses, y compris diplomatiques, s'appuyant sur l'aide publique au développement, que vous conditionnez à l'acceptation par les pays d'origine des reconduites à la frontière. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Juste une petite question sur il y a une tribune qui a été signée hier ou publiée hier par Le Monde de 175 députés qui demandent le retour en France des 200 enfants détenus dans les camps en Syrie et de leurs mamans, pour les enfants pour des raisons humanitaires et les mamans pour des raisons sécuritaires. Je ne sais pas si vous avez signé cette tribune et quelle est votre position à ce sujet. Je ne signe jamais de tribune, mais je vais vous donner un avis. J'entends dans le pays des gens qui nous disent « mais attention, ces enfants vont être marqués sur toutes les premières années de leur vie de choses tellement terribles et dramatiques qu'on doit les laisser là-bas ». Et ben, au même titre que je pense qu'on ne réduit pas une identité à une origine. Je pense qu'on ne peut pas condamner à perpétuité des êtres humains, et en particulier des enfants, en vertu des premiers drames qu'ils ont vécus dans leur vie. Moi, je pense que la responsabilité, et je pense que la grandeur de la France, c'est de les accueillir, mais de les accompagner. Il y a, depuis longtemps dans notre pays, un angle mort au sein de l'école, dès l'école maternelle. C'est la question de l'accompagnement par des psychologues. Vous avez des enfants qui, selon par qui ils ont été élevés, là où ils sont nés, ou avec les expériences connues ou non, sont moins bien armés que les autres dans la vie. Et ben moi je pense que si un grand pays comme la France n'est pas capable de se doter de psychologues pour aider ceux qui ont moins de chance dans la vie à sortir de leur état, et si on n'est pas capable d'avoir un accompagnement social, psychologique, affectif pour les 250 gosses qui n'ont pas choisi de naître là-bas, on n'est pas tout à fait la France. Merci Patrick Mignola, merci à tous, à bientôt.